Bienvenue sur la chaîne de Ciel et Espace. Pensez à liker et à vous abonner à la chaîne pour suivre nos actualités et nous soutenir. Nous vous donnons rendez-vous à la fin de la vidéo pour une surprise. Bonjour à tous. Voilà, je vais vous présenter une conférence que j'ai commencé à faire il y a 15 ans. Donc il y a eu beaucoup d'évolutions par rapport à la première version. Notamment, il y avait des transparents qui indiquaient à quoi ressemblera un trou noir. Donc maintenant, c'est plus au futur, c'est au présent. Donc je vais essayer de vous faire un petit panorama de ces objets, de comment on les a progressivement compris et comment on les a ensuite étudiés, puisque les trous noirs sont un tout petit peu à part dans le bestiaire astronomique, au sens où ce sont des objets que l'on a envisagés avant que l'on sache qu'ils existaient réellement. Donc ça a été des objets qui sont longtemps restés très conceptuels, avant qu'on arrive à se convaincre, difficilement d'ailleurs, que ces objets existaient réellement. Alors voilà, le plan de ma présentation va être très simple. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ça existe et à quoi ça ressemble. Alors le concept de trou noir, il est facile à comprendre dès qu'on a un tout petit peu de notion d'astronautique ou d'astronomie. Il y a un concept assez important qui est celui de la vitesse de libération. Donc la vitesse de libération, c'est la vitesse qu'il faut acquérir depuis la surface d'un objet pour échapper à son attraction gravitationnelle. Donc ça va être la vitesse à laquelle vous allez devoir lancer votre fusée si vous voulez vous échapper de la Terre, pas seulement être en orbite, mais voilà, aller vers la Lune ou vers Mars. Cette vitesse de libération, vous pouvez la calculer pour n'importe quel objet, ça dépend uniquement de la masse et du rayon. Pardon pour ceux d'entre vous qui êtes allergiques aux formules. Et pour la Terre, ça nous fait 40 000 km/h, c'est-à-dire 11,2 km par seconde. Et ce calcul-là, vous pouvez le faire pour n'importe quoi, par exemple pour le Soleil, et ça vous donne 600 km par seconde. Alors si vous inversez le cours des choses, 600 km par seconde, c'est la vitesse à laquelle vous allez vous cracher sur le Soleil si vous êtes loin du Soleil et immobile. D'où la question qui s'est posée assez rapidement dans l'histoire, c'est-à-dire à la fin du XVIIIe siècle. Est-ce qu'on peut imaginer un objet dont la vitesse de libération ne serait pas de 600 km par seconde, mais serait égale, voire supérieure à la vitesse de la lumière, qui à l'époque était déjà raisonnablement bien connue. Alors la question, elle est tout à fait naturelle, mais elle est aussi un peu ésotérique, parce que quand vous essayez de calculer quelles seraient les propriétés de ces objets, donc prenons le Soleil, est-ce que le Soleil peut être un trou noir ? Oui, si son rayon n'est que de 3 km, donc il est 200 000 fois plus petit que le vrai Soleil. Et évidemment, la masse du Soleil dans un rayon de 3 km, ça fait une masse qui se compte en milliards de tonnes par centimètre cube. Est-ce qu'on peut avoir des trous noirs qui seraient moins denses ? Oui, s'ils sont plus massifs. Donc si vous essayez d'imposer à un objet qu'il ait une vitesse de libération supérieure à la vitesse de la lumière en ayant la densité de la Terre, soit 5 grammes par centimètre cube, alors vous devez avoir un objet de 50 millions de masses solaires et d'un rayon supérieur au rayon de l'orbite terrestre. Donc dès que cet objet a été envisagé sur le plan conceptuel, son lien avec la réalité est immédiatement devenu très ténu, parce que c'était des objets complètement extrêmes qui devaient intervenir, soit des objets extrêmement denses, soit des objets extrêmement massifs, extrêmement étendus. Et la situation n'a évolué que longtemps après, quand, dans la première moitié du XXe siècle, on a commencé à découvrir des objets beaucoup plus compacts que les étoiles. Donc les premiers ont été des naines blanches. Donc les naines blanches, je pense que vous savez tous que ce sont des cadavres d'étoiles de type solaire. Donc c'est en gros la masse du Soleil dans le volume de la Terre, ce qui nous donne une densité qui est déjà 1 tonne par centimètre cube, ce qui avait laissé perplexes les premiers astronomes qui avaient évalué cette densité. Mais ça ne nous fait une vitesse de libération que de 6000 km par seconde, donc seulement 2% de la vitesse de la lumière. Donc encore très loin de quelque chose qui pourrait s'approcher d'un trou noir, et c'est dans les années 30 que l'on a commencé à soupçonner, puis que l'on a détecté 30 ans plus tard,
des objets encore plus denses, qui sont des étoiles à neutrons. Donc une étoile à neutrons, c'est 1,4 fois la masse du Soleil. La plage de masse est extrêmement restreinte, mais un rayon qui est de l'ordre de 10 km. Et donc une densité qui se compte en centaines de millions de tonnes par centimètre cube. Et là, ça nous fait une vitesse de libération de 200 000 km par seconde, c'est-à-dire à peu près les 2/3 de la vitesse de la lumière. Et donc à partir du moment où ces objets, vous constatez qu'ils existent, la question de l'existence des trous noirs, évidemment, elle se pose avec beaucoup plus d'acuité, mais ça a été un processus très long, essentiellement parce que les trous noirs sont une des catégories possibles, une des issues possibles de l'évolution des étoiles. Et donc pour comprendre, pour se convaincre, disons, que les trous noirs existent, il faut comprendre toute l'évolution stellaire, donc il faut connaître toutes les lois fondamentales de la physique, comprendre quelle est leur source d'énergie, pourquoi elles évoluent différemment en fonction de la masse, et évidemment, au bout d'un moment, se baser sur des observations pour vérifier que cette construction intellectuelle compliquée est effectivement valable. Et donc, entre le concept dans les fins du XIXe siècle et la réalité, il s'est écoulé plus de 2 siècles. Et dans cette histoire, comme vous le savez peut-être, on a dû faire appel à des observations très anciennes, notamment des observations d'astronomes chinois au milieu du XIe siècle. Si j'ai le temps, je vais un peu en parler. Donc je ne vais pas vous raconter cette histoire en détail, je n'aurai pas le temps. Je vais déjà vous donner les principaux chiffres sur ces objets en termes de recensement de population. Donc il existe 2 types de trous noirs dans l'univers, 2 types bien identifiés. Donc vous avez les trous noirs stellaires, qui, comme leur nom l'indique, sont des objets de masse stellaire, qui sont issus de l'évolution d'étoiles, donc leur mode de formation est bien compris. Par contre, ils sont difficiles à détecter. D'une manière générale, un trou noir seul dans l'espace, c'est totalement indétectable. Donc on connaît très peu de ces objets, mais connaissant les populations stellaires de notre galaxie, on peut évaluer leur population à quelques dizaines de millions, ce qui est donc à la fois peu, puisque c'est peu par rapport aux centaines de milliards d'étoiles de notre galaxie, mais beaucoup, parce que quelques dizaines de millions, c'est quand même pas mal. Leur masse, on pensait que ça allait de 3 à quelques dizaines de masses solaires. En fait, on n'a jamais trouvé pour l'instant des trous noirs de 3 masses solaires. Donc, vraiment, la masse minimale qui existe, c'est plutôt 5. Mais globalement, ces objets, si on accepte la difficulté de détection, ils sont bien compris. Et puis, on a une seconde catégorie d'objets qui sont les trous noirs supermassifs, qui sont l'exact inverse des trous noirs stellaires, donc ils sont très peu nombreux, un seul par galaxie. On sait parfaitement où ils sont, au centre des galaxies. Par contre, on ne sait pas comment ils se forment. C'est-à-dire que ces objets sont extrêmement massifs, comme le nom le suggère, ça se compte en millions, voire en milliards de masses solaires. On observe dans des galaxies très lointaines la signature de la présence de trous noirs de plusieurs milliards de masses solaires, alors que l'univers était extrêmement jeune, et donc on ne voit pas trop comment des objets aussi énormes ont pu se former dans le laps de temps aussi court qui sépare le moment où la galaxie est observée et la naissance de l'univers. Néanmoins, ces objets existent, et ce sont ceux-là que l'on a réussi à imager en premier, comme vous le savez peut-être. Il existe 2 autres catégories de trous noirs plus hypothétiques, donc les trous noirs intermédiaires. Intermédiaire se ramène à la masse des trous noirs, évidemment. Est-ce que ce sont des trous noirs supermassifs avortés? Est-ce que ce sont des trous noirs stellaires qui ont beaucoup grossi? On ne sait pas. Ces objets sont assez discrets, donc on a du mal à les détecter. Donc on en connaît très peu. On ne connaît pas leur distribution en masse, ni leur mode de formation et d'évolution. Et puis il y a une catégorie de trous noirs beaucoup plus hypothétique, qui intéresse beaucoup les physiciens théoriciens, c'est ce qu'on appelle les trous noirs primordiaux. Alors pourquoi primordiaux? Parce que si vous voulez former un trou noir, vous devez comprimer la matière dans un certain volume, et les calculs vous indiquent immédiatement que plus le trou noir que vous voulez former est de petite masse, plus la densité que vous devez conférer à la matière est importante. Ce qui va déterminer si un objet est ou non un trou noir, ce n'est pas la densité, c'est ce qu'on appelle la compacité, donc le rapport de la masse au rayon. Et à ce jeu-là, la densité qui correspond au seuil critique augmente quand la masse diminue. Donc si vous voulez former des très petits trous noirs, vous devez vous tourner vers la seule période de l'univers où vous aviez des densités très élevées, c'est-à-dire pendant l'univers primordial.
Alors aujourd'hui, de ce que l'on comprend de l'univers primordial, il n'y a pas vraiment de raison d'imaginer que les conditions permettant la formation de trous noirs primordiaux de faible masse ont été réunies. Néanmoins, si ces objets existent, évidemment, c'est une très bonne nouvelle parce que ça va nous donner une fenêtre sur une époque très ancienne de l'histoire de l'univers. Donc la plupart des gens n'y croient pas, mais tout le monde adorerait perdre le pari, si vous voulez. Ça serait une excellente nouvelle, quoique improbable, que ces objets existent. Donc je ne vais vous parler que des trous noirs dont on comprend bien le mode de formation. Dans un premier temps, ce sont les trous noirs dits stellaires. Donc je pense que vous avez tous des notions d'astronomie. Vous savez tous qu'une étoile, c'est un nuage de gaz qui se comprime, qui va se stabiliser à un moment quand sa température centrale va permettre d'amorcer des réactions nucléaires. L'énergie libérée sous forme de rayonnement par ces réactions nucléaires génère une pression qui contre la tendance à l'effondrement. Donc l'étoile se stabilise. Éventuellement, il y a plusieurs phases de réaction nucléaire. Et puis, elle vient à manquer de combustible nucléaire et donc elle s'arrête de produire cette énergie. Elle se contracte encore en un cadavre stellaire qui, je dirais presque par définition, est forcément plus petit et plus compact que l'étoile pendant sa vie d'étoile. Donc évidemment, c'est quelque chose d'un tout petit peu plus compliqué que ça parce que les différentes étapes de la vie d'une étoile, les différents cycles de réaction nucléaire ne sont pas les mêmes en fonction de l'étoile, notamment en fonction de sa masse. Donc il y a plusieurs issues possibles à la vie d'une étoile, mais il ne fait aucun doute qu'au-delà d'une certaine masse, qui est de l'ordre de 8 masses solaires, le chiffre exact est en fait un tout petit peu difficile à connaître, le cœur de l'étoile, alors qu'elle est en train de briller, va fabriquer du fer. Le fer, c'est l'élément chimique le plus stable du point de vue de la physique nucléaire. Donc vous ne pouvez plus produire de l'énergie avec un noyau de fer. Donc l'étoile va être un noyau, je dirais, inactif qui grossit parce qu'en périphérie de ce noyau de fer, vous avez encore des réactions qui fabriquent du fer. Et les lois de la gravitation, donc là c'est la gravitation purement newtonienne, rien de très compliqué, vous disent qu'au-delà d'une certaine masse, qui est environ 1,4 fois la masse du Soleil, un objet inerte, sans réaction nucléaire, ne peut pas supporter son propre poids et s'effondre. Donc du point de vue de l'étoile, le cœur de l'étoile s'effondre, les couches internes de l'étoile tombent brutalement sur ce cœur. Donc l'effondrement du cœur, il faut imaginer que vous avez 1,4 fois la masse du Soleil dans le volume de la Terre, et en moins d'une seconde, cet objet se contracte en un objet de 10 km. Donc presque instantanément, ce qui appuyait sur ce cœur n'a plus rien sur quoi s'appuyer, ça tombe sur ce cœur, ça va plus ou moins rebondir et générer une onde de choc qui va disloquer le reste de l'étoile. Donc de votre point de vue d'observateur extérieur, l'étoile explose, mais en réalité, c'est l'étoile qui a implosé et qui a généré une onde de choc qui a explosé. Et à l'issue de ce processus, soit ce cœur qui ne fait plus que 10 km de rayon, a survécu au choc qu'il a reçu. Donc ça forme ce qu'on appelle une étoile à neutrons, c'est en gros une sorte de noyau atomique géant. Soit cet objet est encore plus comprimé par toute la masse qui lui tombe dessus et ça se transforme en trou noir. Donc c'est la partie la plus compliquée de l'évolution stellaire, le moment où vous avez cet effondrement du cœur de fer de l'étoile et la formation ou non d'un trou noir. Les astronomes s'amusent à dire que quand ils simulent l'évolution du Soleil, les ordinateurs simulent l'évolution en un temps beaucoup plus bref que les 10 milliards de vies du Soleil. Par contre, l'effondrement du cœur qui ne dure qu'une seconde, il faut des milliers d'années de calcul informatique pour essayer de faire quelque chose qui peut-être ressemble à la réalité. Donc c'est quelque chose de compliqué, mais il ne fait de toute façon aucun doute que pour des étoiles de type solaire, vous avez une fin relativement tranquille où les réactions s'arrêtent progressivement. À ce moment-là, l'étoile libère une partie de sa masse, qui est donc expulsée et illuminée par l'étoile en train de s'éteindre, ce qui va donner naissance à des nébuleuses planétaires, donc objets très jolis, mais qui ont une durée de vie assez courte, puisque assez rapidement, c'est-à-dire en quelques dizaines de milliers d'années, l'étoile s'éteint littéralement et donc n'a plus la possibilité d'illuminer la matière qui la constituait avant. Ou alors, vous avez ce phénomène d'explosion de supernova, où là, vous avez de la matière qui est éjectée en
en quelques minutes à des vitesses extrêmement grandes, et le rémanent de la supernova reste visible pendant plusieurs milliers d'années à mesure qu'il se dilue progressivement dans le milieu interstellaire. Donc une supernova, si vous voulez le avant-après, on n'a pas beaucoup d'exemples, on en a essentiellement un. C'est la supernova observée en 1987 dans le Grand Nuage de Magellan. Donc la photo de gauche a été prise, je crois, en juin 86. Bon, on a une étoile qui est particulièrement brillante, ce qui prouve que c'est une étoile très massive du Grand Nuage de Magellan. Et en février 86, voilà où on en était. Et donc visuellement, il n'y a absolument aucun signe avant-coureur du fait que cette étoile va exploser en supernova. Bon, je pense que vous savez tous que les supernovae, c'est un phénomène assez rare à l'échelle humaine. On estime qu'il y en a une ou deux par siècle dans une galaxie comme la nôtre. Dans notre galaxie, en fait, on ne voit pas très loin. On est dans le disque de notre galaxie où il y a du gaz non condensé en étoiles. Donc même s'il y a une ou deux supernovas par siècle, on est loin de toutes les voir. Et sur les 2000 dernières années, on estime qu'il n'y en a que 8 qui ont été observés par des humains. Et évidemment, je pense que nous sommes nombreux ici à observer ou à espérer que la prochaine sera pour demain. Sans garantie, évidemment. Alors le problème, c'est que observer une supernova ne suffit pas à prouver qu'un trou noir s'est effectivement formé. Et en général, ce n'est pas un trou noir qui se forme. Pourquoi ? Parce que ce ne sont que les étoiles les plus massives qui forment des trous noirs. Or, vous savez que la distribution des étoiles en fonction de la masse, ça décroît très vite. Et donc la fraction d'étoiles qui explosent en supernova, c'est pas grand-chose. Et la fraction d'étoiles qui explosent en supernova et forment un trou noir, c'est encore moins. Donc de toutes les supernovas historiques qu'on connaît, la plus connue, c'est la nébuleuse du Crabe, soit c'était des supernovas d'un autre type de ce dont j'ai parlé, donc qui ne forment pas d'objets compacts à la fin, soit elles ont formé une étoile à neutrons. Un trou noir formé de façon certaine par une explosion de supernova identifiée, il y en a essentiellement, il y en a essentiellement qu'une seule, qui est une supernova qui a eu lieu dans, je ne sais plus quelle galaxie, dans M100 en 1979. Donc la galaxie n'est pas très loin et on peut observer dans le domaine des radios et X la région qu'il y a là. Et ce que l'on observe est incompatible avec la présence d'une étoile à neutrons. Donc un peu par défaut, on considère que cette supernova est la première dont il a été établi de façon convaincante qu'elle avait effectivement donné naissance à un trou noir. Et puis alors plus récemment, on a eu ce que les gens ont appelé une supernova ratée. Alors c'est quoi une supernova ratée ? Je vous ai dit, vous avez le cœur de l'étoile qui s'effondre, puis les couches externes qui tombent dessus et qui rebondissent. Et ça fait un phénomène de supernova. Mais en fait, il n'y a rien qui vous garantit que ce rebond va être suffisamment efficace pour disloquer l'étoile. Et si le rebond n'est pas assez efficace, ça va peut-être faiblement rebondir, puis retomber sur le trou noir formé, sans former de supernova. Ce qui fait que l'étoile va disparaître, presque au sens propre, sans passer par le stade de supernova. Et c'est ce qui s'est passé ici, dans la galaxie NGC 6946. Alors je ne sais pas si elle est bien connue des astronomes amateurs. Elle est appelée la galaxie du feu d'artifice, parce qu'entre 1917 et 2017, donc en un siècle, on a observé 10 supernovas, dont 4 sur les 15 dernières années. Ce qui prouve qu'on en a probablement raté pas mal avant. Donc c'est une galaxie qui a un très fort taux de formation d'étoiles, donc un très fort taux de supernova. Donc elle est régulièrement suivie. Et donc dans le suivi opéré entre autres par le télescope spatial Hubble, on a repéré une étoile qui était là dans un cliché de 2007, je crois. Et 8 ans plus tard, il n'y avait plus d'étoiles, alors que personne n'a observé de supernova à cet endroit-là, dans cette galaxie, dans l'intervalle. Donc là, on a une indication très forte que cette étoile a implosé pour former un trou noir sans exploser en supernova. Mais avant cet événement-là, l'existence des trous noirs était établie par des méthodes qui étaient essentiellement des méthodes indirectes. Alors j'ai dit un trou noir, ça n'émet pas de lumière par définition. Donc c'est un objet très discret, un trou noir sur le fond du ciel, noir sur noir, on ne voit rien. Donc le seul moyen d'identifier des trous noirs, c'est essentiellement de le détecter par l'influence qu'il a sur son environnement. Et donc à ce jeu-là, vous avez essentiellement deux méthodes.
Vous avez pour les trous noirs stellaires le fait que les étoiles vivent souvent en couple. Dans l'évolution stellaire, les étoiles les plus massives évoluent plus rapidement que les étoiles les moins massives. Donc un couple étoile de type solaire plus étoile massive, ça va se transformer éventuellement en étoile de type solaire plus trou noir. Et si les deux objets sont suffisamment proches l'un de l'autre, alors ça va dépendre de pas mal de facteurs qui vont déterminer l'évolution orbitale du système, vous pouvez avoir cette situation où l'étoile encore active va se faire vampiriser par un trou noir. Donc vous, évidemment, en imagerie, vous ne voyez pas ça. Ceci est une infime fraction de pixels. Vous voyez la lumière intégrée, mais vous êtes capable de déterminer via la courbe de lumière de cette étoile sa masse, la distance qui la sépare de cet objet que vous ne voyez pas en lumière visible mais que vous détectez en rayon X, et vous êtes capable de mettre des contraintes sur la masse de cet objet. Et donc le plus connu, c'est Sinus X1, où nous avons une étoile de 30 masses solaires qui a un compagnon sombre, donc qui est forcément un objet compact puisqu'il a été généré par une étoile de masse supérieure à ces 30 masses solaires. Et les contraintes que l'on a sur la masse de cet objet sont plus de 10 masses solaires. Donc on a forcément un trou noir, puisqu'une étoile à neutrons ne peut pas avoir une masse supérieure à 2,5, 3, peut-être 3,5 masses solaires. On ne connaît pas la valeur exacte, mais on sait que 5 voire 10 masses solaires, ça n'est pas possible. Donc les premiers trous noirs identifiés ont été ceux-là, dans les années 70 pour Sinus X1. Et à partir des années 90, on a identifié des trous noirs supermassifs, alors par une méthode en fait assez différente, qui est simplement le suivi des étoiles du centre galactique notamment. Donc le suivi des étoiles du centre galactique, ça donne ça. Donc là, vous avez un film entre 1992 et 2006. Alors évidemment, ce ne sont pas les vrais clichés, les clichés sont beaucoup plus bruités. On a essentiellement gardé ce qui changeait d'un cliché à l'autre, et on a reconstitué les trajectoires un peu bruitées des étoiles. Et donc on constate qu'au centre de notre galaxie, tous les mouvements des étoiles sont compatibles avec des orbites keplériennes, c'est-à-dire avec le fait que ces étoiles tournent autour d'un unique objet localisé dans l'espace. Et vous pouvez déterminer quelle doit être la masse de cet objet pour expliquer ces mouvements-là. On trouve que c'est 4 millions de fois la masse du Soleil, pour un objet qui ne brille pas plus que les étoiles que vous voyez là. Et si on suit notamment cette étoile-ci, on peut déterminer qu'au périastre, c'est-à-dire au moment où elle est au plus près de l'objet qui défléchit sa trajectoire, elle est à 3 milliards de kilomètres, donc la distance du Soleil à Uranus. Donc dans un volume compris dans celui du système solaire que l'on connaît, on a 4 millions de fois la masse du Soleil et qui ne brille pas notablement. Donc là encore, même en ayant toute l'imagination du monde, il est clair que ça ne peut pas être autre chose qu'un trou noir. Donc la preuve des trous noirs s'est imposée progressivement avec pas mal de réticences presque philosophiques. Notamment Albert Einstein ne croyait pas à l'existence des trous noirs, ce qui n'a sans doute pas aidé à son acceptation, mais voilà, les faits sont têtus, et donc même si le meilleur d'entre tous n'est pas d'accord, si les faits lui donnent tort, il attend. Voilà. Donc tout ça évidemment est très joli, mais ça ne répond pas à une question que tout le monde a envie de se poser, c'est à quoi ça ressemble. Donc si je me suis intéressé à cette question, c'est que quand j'ai cherché la réponse dans la littérature, je ne l'ai pas trouvée. Alors pour vous donner un exemple un peu caricatural de la situation telle que je l'ai vue, un des spécialistes des trous noirs, c'est un astrophysicien indien qui s'appelle Subramanian Chandrasekhar, qui a eu le prix Nobel en 1985 pour l'ensemble de son œuvre. Et 2 ans avant d'avoir le prix Nobel, il avait écrit un livre qui s'appelle « La théorie mathématique des trous noirs », livre où il y a plus d'équations que de textes, comme vous pouvez le voir. Et Chandrasekhar était extrêmement fier de ce livre, puisque quand il prononce son discours devant le comité Nobel, il se plaint presque que l'on n'ait pas cité en particulier ce livre comme raison qui justifiait qu'il ait le prix Nobel. Donc c'était vraiment le joyau de ses nombreuses créations. Et donc dans ce livre remarquable d'après lui,
Est-ce que la question de l'apparence d'un trou noir est abordée? Eh bien oui, elle est abordée dans le schéma que vous voyez là. Schéma qui, je pense que vous serez tous d'accord, n'est pas très explicite. Et si on fait un zoom sur la légende, alors c'est encore pire, ce schéma est censé vous montrer la taille angulaire d'un trou noir en fonction de la distance qui vous sépare de lui. Un trou noir va dévier la lumière en son voisinage, donc sa taille apparente ne va pas être donnée par la formule trigonométrique habituelle de la taille d'un objet en fonction de sa distance. Mais ce schéma qui est censé le montrer n'a pas pour légende variation de la taille apparente d'un trou noir en fonction de la distance. Non, il y a marqué cône d'évitement des géodésiques de genre lumière, ce qui est une façon extrêmement pédante, mais néanmoins techniquement exacte de dire la même chose. Donc voilà, la problématique de la visualisation, pour une raison qui rétrospectivement est assez incompréhensible, n'a jamais beaucoup soucié les gens, au point que pendant longtemps, si vous cherchiez des images de trous noirs, ben, vous trouviez des trucs. Alors des fois, il y avait marqué NASA dessus, mais en petit, il y avait marqué vue d'artiste. Donc en gros, la NASA avait demandé à quelqu'un de faire ça, mais l'artiste, aussi talentueux soit-il, n'avait pas été bien conseillé. Donc tous les trucs que vous voyez là, en fait, toutes les tentatives de suggérer certains des effets physiques qui se passent au voisinage des trous noirs, tous ces trucs sont faux, sans exception. Donc ces vues d'artistes étaient extrêmement maladroites, je dirais, et de façon involontaire de la part de l'artiste, mais de façon plus critiquable de la part de la NASA qui diffusait ces images. Alors pourquoi il a fallu longtemps se contenter de ces vues d'artistes? D'abord parce que personne n'avait fait de simulation, et aussi évidemment parce que voir ces objets par imagerie directe, c'est compliqué. Alors pourquoi? Parce que les trous noirs sont des objets petits, je vous ai dit. Le Soleil transformé en trou noir, c'est un rayon de 3 km, et la taille d'un trou noir, c'est 3 km par masse solaire. Donc un trou noir de 10 masses solaires, c'est 30 km de rayon, 100 masses solaires, 300, etc. Les trous noirs, je vous ai dit, on en détecte assez peu parce que c'est uniquement dans certains systèmes binaires. Donc le plus proche trou noir de la Terre identifié, il est à plusieurs milliers d'années-lumière. Prenons le cas de Sinus X1 qui est à 5600 années-lumière. C'est un trou noir de 10 masses solaires, donc d'un rayon environ 30 km. Si vous faites une sorte de règle de 3 et que vous corrigez de quelques points techniques, voir la silhouette de Sinus X1 se découper, par exemple, devant l'étoile qu'il est en train de vampiriser, ça nécessite d'avoir une résolution inférieure à la nanoseconde d'arc. Comme vous êtes tous astronomes amateurs, je pense que vous comprenez ce que ça veut dire. Ou, en termes plus imagés, ça correspond à voir une bactérie sur la Lune, depuis la Terre. Donc, évidemment, même sans notion sophistiquée d'optique, on sent bien que ce n'est pas possible. Néanmoins, on va être un tout petit peu aidé par les trous noirs supermassifs, donc plus loin mais beaucoup plus massifs, donc beaucoup plus gros. Et donc si vous prenez le trou noir central de notre galaxie, la masse monte à 4 millions, c'est-à-dire 400 000 fois plus, et la distance est seulement 4 fois plus importante. Donc en termes de taille angulaire, on gagne un facteur 10 000, donc on n'est pas un objet de 1 micron sur la Lune, mais un objet plutôt de 10 cm, donc un pamplemousse. Si je garde le choix des gens qui ont fait le communiqué de presse quand on a réussi à imaginer ça. Donc voir un pamplemousse, c'est-à-dire voir des détails de l'ordre de 50 microsecondes d'arc, évidemment c'est très compliqué. Alors on aurait envie de se dire, le seul trou noir supermassif que l'on peut imager, c'est celui de notre galaxie, puisque la galaxie d'Andromède, elle est à 2 millions d'années-lumière de nous, donc 80 fois plus éloignée que le centre galactique. La galaxie d'Andromède étant assez semblable à la nôtre, le trou noir supermassif qu'elle héberge est sans doute de masse comparable. Donc c'est vrai, mais nous avons la chance d'être en périphérie d'un amas de galaxies assez important, qui est le superamas de la Vierge, au centre duquel il y a une galaxie particulièrement imposante, M87, au centre de laquelle vous avez un trou noir qui lui aussi est particulièrement imposant, qui fait 6 milliards de masses solaires. Donc le trou noir de cette galaxie, il est en gros 2000 fois plus éloigné, mais 1500 fois plus gros, donc ça compense quasiment. Et donc le trou noir de cette galaxie-là est également d'une taille angulaire comparable, c'est-à-dire environ 40 microsecondes d'arc. Donc c'est pas beaucoup,
Et c'est difficile à imager, puisque si vous voulez imager avec un télescope, vous êtes toujours limité par la diffraction. Plus le diamètre de votre télescope est grand, moins la diffraction vous gêne, mais si vous voulez une résolution angulaire donnée et que vous connaissez votre longueur d'onde d'observation, vous pouvez déterminer quel doit être le diamètre minimal du télescope que vous devez utiliser. Et donc, si vous faites l'essai, pour imager en lumière visible le trou noir central de notre galaxie, ça nécessite un télescope d'environ 2 km de diamètre. Donc, compliqué, voire infaisable. Néanmoins, on peut s'en sortir grâce à une technique assez complexe à mettre en œuvre, qui est l'interférométrie, dont l'idée est d'utiliser non pas un seul télescope, mais un réseau de télescopes. Ce réseau de télescopes, vous allez l'utiliser de façon à combiner de façon assez astucieuse la lumière que chacun reçoit. Et en combinant de cette façon extrêmement astucieuse, vous allez en gros synthétiser un télescope en termes de qualité d'image dont la taille est égale à la taille de votre réseau. Donc plutôt qu'avoir un miroir monobloc de 2 km, il vous suffit entre guillemets d'avoir plusieurs télescopes, le plus grand nombre possible évidemment, sur un rayon de 2 km. Malheureusement, dans le domaine visible, ça ne marche pas parce que cette technique est vraiment très difficile à mettre en œuvre, mais on peut la mettre en œuvre dans le domaine radio. Le problème, c'est que dans le domaine radio, vous avez des plus grandes longueurs d'onde, donc pour avoir une meilleure qualité d'image, vous devez compenser en ayant un réseau de plus grande taille. Et le réseau de plus grande taille que vous pouvez envisager, c'est la Terre elle-même. Et par un hasard assez heureux, la Terre a pile poil la taille qu'il faut pour obtenir une résolution de quelques dizaines de microsecondes d'arc. Donc c'est vraiment un coup de chance. Hein. Si on vivait sur Mars, on n'aurait pas pu faire ça, par exemple. Et donc c'est grâce à cet instrument, enfin à ce réseau d'instruments, que l'on peut faire quelque chose. Alors ça reste très compliqué, parce que quand vous faites de l'interférométrie en optique, en gros, vous renvoyez les faisceaux reçus par chacun des télescopes au même endroit et vous fabriquez votre image à cet endroit-là. C'est plus compliqué que ça, mais c'est l'idée. Mais vous allez le faire en direct, si vous voulez. Mais quand vous êtes dans le domaine radio et que vous avez un réseau aussi étendu que ça ne marche pas. Donc ce que vous devez faire, c'est enregistrer le signal reçu par chacun des télescopes et ensuite faire interférer tout ça numériquement dans un centre de calcul. Sauf que ce que vous devez enregistrer, ce n'est pas le flux de lumière qui vous revient, c'est vraiment la phase de l'onde électromagnétique que vous recevez. Onde qui doit être de plus courte longueur d'onde possible, donc de plus haute fréquence possible. Ce qui fait que le signal que vous devez enregistrer, c'est de l'ordre de 8 gigaoctets par seconde. 8 gigaoctets par seconde pendant plusieurs heures d'observation. Et donc, dans les années 90, quand les gens ont fait le petit calcul qui leur assurait qu'avec un réseau de radiotélescopes de la taille de la Terre, on pourrait peut-être imager le trou noir central de notre galaxie, ils ont regardé ce que le matériel informatique permettait de faire à l'époque. Et à l'époque, les vitesses d'écriture, c'était 8 mégaoctets par seconde. Donc, il manquait un facteur 1000. Et donc, dès la fin des années 90, les radioastronomes disaient « Ok, aujourd'hui, c'est pas les récepteurs, c'est pas l'optique qui nous gêne, c'est pas les moyens financiers, c'est l'informatique. Gagner un facteur 1000 en vitesse d'écriture, ça ne sera pas dans 10 ans, mais ça sera peut-être dans 15, 20 ou 30, donc un jour, on y arrivera. » Ils ne savaient pas quand, parce qu'on ne peut jamais préjuger du rythme exact auquel l'informatique progresse, mais ils étaient très confiants du fait que la technologie finirait par rattraper le retard qu'elle avait à ce moment-là. Et donc, ça s'est fait en 2019. Alors, ce que je vous montre en haut, c'est une simulation qui date des années 90, en 99, je crois. Donc, ce que les gens avaient fait, c'était qu'ils avaient imaginé un trou noir, donc le trou noir central de notre galaxie, mais peu importe, qui était entouré d'un disque de matière. Donc ce disque de matière spirale vers le trou noir, la matière s'échauffe et elle émet beaucoup de lumière, que ce soit dans le domaine des rayons X, mais aussi dans le domaine des ondes radio, parce que tout ça est fortement magnétisé. Et ils ont ensuite essayé de simuler ce que l'on verrait
avec un réseau de télescopes en variant le nombre de télescopes, la distance qui les séparait, etc. Et donc ils avaient trouvé quelque chose comme ça, où, bon, alors des fois ça ressemble à rien, mais des fois on devine que même si on a une image très bruitée, parce qu'on n'a pas assez de radiotélescopes, on commence à deviner un blob lumineux avec un point central un peu sombre. Donc depuis les années 90, début des années 2000, les gens savaient que si on arrivait à faire une image, ça serait ce genre de choses et que ça serait complètement flou. Hein. Vous êtes tous d'accord, vous avez tous été contents de voir cette image, vous avez tous dit, oh, quand même, elle est vachement floue. Mais souvenez-vous que ça, c'est un pamplemousse sur la Lune, d'accord ? Alors, si vous voulez voir ça de façon un peu plus imagée, je dirais, voilà ce que je peux vous proposer en termes de zoom que cela représente. Donc on a imagé, non pas le trou noir de notre galaxie, pour une raison technique un peu compliquée, on a imagé le trou noir de la galaxie M87, donc quelque part dans la constellation de la Vierge. Donc en 1760, Charles Messier a découvert qu'il y avait plusieurs nébulosités, dont une qu'il a cataloguée comme M87. Si vous regardez en radio grandes ondes, vous voyez qu'il y a deux énormes lobes de part et d'autre de la galaxie, signe que vous avez un trou noir qui a éjecté de la matière qui a fini par être freiné par le milieu interstellaire. Ce qui nous intéresse, c'est que ce phénomène d'éjection de matière au voisinage du trou noir existe toujours, comme en témoigne ce jet lumineux qui a été vu pour la première fois en 1918 par Hébert Curtis, je trouve. Et quand vous regardez, non pas en visible parce que vous n'avez pas assez de résolution, mais en radio, que vous allez à la base du jet, que vous zoomez, que vous zoomez, que vous zoomez, vous obtenez ça. Voilà. Donc, si vous voulez avoir une autre intuition de la difficulté de ça, vous prenez votre image favorite du télescope spatial Hubble, vous zoomez l'image jusqu'à ce que vous n'ayez qu'un seul pixel de cette image sur votre écran. Votre écran, lui, il a donc subdivisé cet unique pixel en 1 million ou 2 millions de sous-pixels. Et bien, cette image-là, elle est dans un des pixels, des sous-pixels qu'il y a ici. Même en améliorant d'un facteur 1000 la résolution de Hubble, on est un peu ric-rac pour voir ça. Donc évidemment, ça a été un grand moment parce que c'était un défi que les gens se posaient depuis longtemps. Hein. Dans les premiers papiers qui parlent de ça, ils présentent le fait d'imager un trou noir comme le défi ultime de la radioastronomie. Donc maintenant, j'imagine qu'il y a un autre défi ultime, je ne sais pas, mais c'était vraiment quelque chose de très ambitieux, mais l'importance l'importance scientifique de l'observation est évidemment à justifier l'effort qui a été fait. Parce que, évidemment, là, on a une image, mais ce que vous voyez, c'est de la matière qui est en train de tourner autour de ce trou noir. Et la matière met quelques semaines à tourner autour de ce trou noir. C'est un trou noir qui est très gros, 6 milliards de masses solaires. Donc ça fait un rayon de 20 milliards de kilomètres. Donc même si vous vous déplacez à une vitesse comparable à celle de la lumière, il vous faut quand même pas mal de temps pour en faire le tour. Ce qui fait que plusieurs observations à quelques jours, semaines, mois, années d'intervalle, ça ne va pas vous montrer des images, ça va vous montrer un film. Donc non seulement on a l'image, la preuve la plus visuelle que les trous noirs existent, mais surtout on va pouvoir étudier ce qui est très difficile à étudier, c'est le disque de matière qui entoure le trou noir. Donc en fait, cette image-là, c'est l'aboutissement d'un défi, mais c'est aussi le début aussi d'un nouveau champ dans le domaine de l'astronomie, c'est-à-dire l'étude par imagerie directe de ces disques de matière. Sont-ils turbulents ou non, sont-ils homogènes ou non, etc. Il y a plein de questions qui se posent sur tous ces phénomènes de disques d'accrétion, que ce soit autour d'un trou noir ou autour d'une étoile en formation. Les disques d'accrétion, c'est-à-dire les disques de matière qui tombent progressivement vers un objet central, c'est quelque chose d'absolument omniprésent en astrophysique. Et donc là, on va pouvoir imager ce type de disque et vraiment suivre son évolution. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très, très important. Et s'il fallait une preuve
du fait que les trous noirs sont les objets les plus emblématiques de l'astronomie. Quand, en avril 2019, l'annonce de cette image a été faite, ça a fait la une de tous les journaux du monde. Et donc, juste par comparaison, la seule actualité de avril 2019 qui a fait la une de tous les journaux du monde, c'était l'incendie de Notre-Dame. Preuve qu'on devrait plus souvent parler d'astronomie, c'est une actualité positive. Vous le savez déjà. Alors ça, c'est pour l'imagerie directe. Mais en fait, avant même d'essayer d'imager les trous noirs, plusieurs personnes s'étaient dit on peut aussi détecter les trous noirs par un canal complètement différent, alors qu'ils ont résumé en disant on va pouvoir entendre les trous noirs. Alors c'est un tout petit peu trompeur, évidemment. Qu'est-ce que les gens veulent dire quand ils disent on va essayer d'entendre un trou noir? C'est en se basant sur ce qu'on appelle les ondes gravitationnelles. Donc, petit retour 300 ans en arrière, Isaac Newton écrit les lois de la gravitation. Pour lui, la gravitation, c'est une force qui s'exerce entre deux objets. C'est une description extrêmement efficace des phénomènes, mais elle suppose que la gravité agit instantanément d'un objet à l'autre, ce qui est relativement incompatible avec les lois de la relativité restreinte qui vous disent que rien ne peut se propager plus vite que la lumière. Et donc après avoir découvert la relativité restreinte, Einstein comprend que les lois de Newton doivent être corrigées, ce qu'il va faire à lui tout seul en découvrant les lois de la relativité générale qui vous disent que la gravitation, c'est pas du tout ça ne doit pas du tout être interprété comme le faisait Newton, mais plutôt comme une sorte de déformation de l'espace. Donc, les masses déforment l'espace qu'elles contiennent, et cette déformation est ressentie comme une force. Et à partir du moment où vous comprenez que la gravité, c'est une déformation de l'espace, il est facile de comprendre que si vous avez deux objets qui orbitent l'un autour de l'autre, ils vont générer une déformation qui va varier dans le temps, et de la même façon que quand vous touillez dans une bassine, ça va faire des petits machins qui vont s'échapper au loin. Donc deux objets en orbite l'un autour de l'autre vont générer leur propre champ de gravité, ce qu'on va appeler la force gravitationnelle, mais vont aussi générer des petites perturbations qui vont s'éloigner au loin, qui sont ces ondes gravitationnelles. Alors, l'espace, c'est assez curieux quand on y réfléchit, parce qu'on est en train de dire que l'espace, qui est un milieu complètement immatériel, est néanmoins une entité déformable. Et chose encore plus surprenante, c'est néanmoins une entité qui est extrêmement difficile à déformer. C'est-à-dire que même une onde gravitationnelle de très faible amplitude emporte très peu d'énergie. Ce qui rend les ondes gravitationnelles totalement indétectables. Parce que même si on prend des objets, par exemple 2 étoiles à neutrons en orbite assez rapprochée, ça brille en ondes gravitationnelles autant qu'une petite étoile, c'est-à-dire que la quantité d'énergie qui est rayonnée sous forme d'ondes gravitationnelles n'est pas négligeable. Néanmoins, la perturbation de l'espace qui est emportée est tellement faible qu'elle en est indétectable. Et donc pendant longtemps, les ondes gravitationnelles, c'était des objets, un peu comme les trous noirs en fait, des objets intéressants à étudier, mais néanmoins tellement difficiles à détecter que ça semblait impossible. Donc leur existence, contrairement aux trous noirs, était établie de façon convaincante. On avait de bonnes raisons de penser que ces objets existaient, mais la possibilité de les détecter était considérée comme extrêmement hypothétique, ou en tout cas lointaine. Néanmoins, à nouveau, on s'est rendu compte qu'il y avait un phénomène qui permettait d'émettre beaucoup d'ondes gravitationnelles, c'était la collision de deux trous noirs. Alors évidemment, deux objets qui tournent l'un autour de l'autre en émettant des ondes gravitationnelles, ils perdent de l'énergie. S'ils perdent de l'énergie, ils se rapprochent l'un de l'autre, et donc ils vont finir par entrer en collision. Donc les ondes gravitationnelles nous assurent que les objets vont progressivement se rapprocher, et s'ils sont suffisamment proches au départ, ils vont avoir le temps de se rapprocher en un temps inférieur à l'âge de l'univers, donc ils entreront en collision, et le moment de la collision émet beaucoup d'ondes gravitationnelles, et c'est le seul moment où l'on peut espérer détecter des ondes gravitationnelles. Donc détecter des ondes gravitationnelles, c'est extrêmement difficile.
Alors comment ça fonctionne une onde gravitationnelle? C'est assez simple. Alors une onde sonore, vous savez, c'est une onde de compression. Si l'onde se déplace dans l'axe de l'écran, vous avez un bout d'air qui va pousser le suivant, et donc vous allez avoir un truc un peu en accordéon. Une onde gravitationnelle, c'est très différent. Quand vous faites les calculs, on se rend compte que si l'onde se déplace dans la direction où vous vous situez, alors vous n'allez pas avoir de déplacement de matière dans cette direction, mais dans le plan perpendiculaire. Et donc si vous imaginez que vous avez un anneau de matière comme ça, au passage de l'onde, cet anneau il va s'allonger dans un sens et se rétrécir dans l'autre en alternance. Ça va faire quelque chose comme ça. Et donc, détecter une onde gravitationnelle, c'est essentiellement avoir, par exemple, un anneau et mesurer en continu son diamètre dans deux directions différentes. Et si la longueur de l'un varie par rapport à la longueur de l'autre, vous avez mis en évidence une onde gravitationnelle. Sauf si, évidemment, il y a des phénomènes beaucoup plus banals qui ont produit ce genre de déformation. Donc après beaucoup d'efforts, on a réussi à détecter ces ondes gravitationnelles. Et alors il y a quelque chose d'assez amusant, qui est que si on prend des trous noirs de quelques masses solaires, on peut calculer que juste avant leur collision, ils tournent quelques centaines de fois par seconde l'un autour de l'autre. Donc la fréquence des ondes gravitationnelles, c'est quelques centaines de hertz ou quelques kilohertz, ce qui est exactement une fréquence que l'on peut entendre. Et donc on peut s'amuser, alors c'est un exercice purement formel, à retranscrire en son le signal d'onde gravitationnelle issu de la collision de deux trous noirs. Alors ce signal, les gens ils appellent ça un gazouillis. Alors pourquoi ? Parce que plus les trous noirs émettent d'ondes gravitationnelles, plus ils se rapprochent. Comme ils se rapprochent, la période orbitale diminue, donc la fréquence augmente. Donc la fréquence de l'onde augmente à mesure que les objets se rapprochent, mais comme l'émission d'ondes gravitationnelles augmente très vite avec la vitesse, plus ils se rapprochent, plus la vitesse orbitale est élevée, et donc plus l'émission est intense. Donc le signal d'onde gravitationnelle, c'est un signal qui va augmenter en fréquence et en amplitude. Donc ce genre de signal, ça existe pour des raisons tout à fait différentes en électronique, et les électroniciens ont l'habitude d'appeler ça un chirp, c'est-à-dire un gazouillis, puisque le gazouillis de certains oiseaux, c'est effectivement un son qui est de plus en plus aigu et de plus en plus intense. Donc je vais vous faire écouter un gazouillis de trous noirs, en m'excusant du fait que ça ne tient pas du rossignol. Voilà. Alors j'espère que ça va marcher. D'accord ? On est d'accord ? Ça augmente. Alors, donc je vais vous faire écouter à plus haute fréquence, ça sera un tout petit peu plus audible. Voilà, donc il y a plusieurs collisions, c'est pour ça que vous l'entendez plusieurs fois, mais c'est ce genre de choses, d'accord ? Donc pourquoi c'est pas beau ? Tout simplement parce que c'est essentiellement un son monofréquence. Alors la fréquence augmente, mais vous n'avez pas d'harmonique, donc vous n'avez pas la profondeur de son d'un instrument de musique. Et je précise que tout aussi ridicule que soit ce son, c'est quand même la signature de l'événement le plus énergétique que vous avez dans l'univers. C'est-à-dire que quand vous essayez de déterminer quelle quantité d'énergie est émise à ce moment-là, vous obtenez des valeurs fantastiques. Si j'ai le temps, je vous donnerai les chiffres juste après. Oui, je précise aussi, les détecteurs d'ondes gravitationnelles, on associe souvent les ondes gravitationnelles à entendre plutôt qu'à voir, parce que ce sont des détecteurs complètement passifs. Vous avez votre détecteur et vous attendez qu'il se mette à vibrer quand une onde gravitationnelle passe. Donc ce sont des détecteurs qui sont non directionnels. Vous n'avez pas à le pointer quelque part, il est posé quelque part, et quelle que soit quasiment la direction dans laquelle se déplace l'onde gravitationnelle, elle va être identifiée par le détecteur. Ce qui est une bonne chose parce que les collisions de trous noirs sont rares, alors si en plus il fallait pointer un détecteur dans une direction, ça ne serait pas possible. Alors ce qui est fascinant avec les ondes gravitationnelles, c'est qu'elles ont été prédites par Albert Einstein en 1916, elles ont été détectées en 2015, donc au bout de 99 ans. Donc pendant 99 ans, d'une certaine façon, c'était impossible de détecter ces ondes parce qu'on n'avait pas les moyens de le faire.
Et puis en 2015-2016, l'impossible est devenu possible, c'est-à-dire qu'on a réussi à détecter un événement, puis 4 autres dans l'année qui a suivi. Et donc ce que je vous montre là, c'est la masse des trous noirs connus. Donc l'échelle horizontale n'a aucune importance, c'est l'échelle verticale qui est intéressante, qui vous donne la masse des objets. Donc les trous noirs connus par les méthodes électromagnétiques, donc sinus X1 et consorts, c'est les objets en violet ici. Et les objets issus des collisions de trous noirs, c'était ça. Donc au bout de 98 ans d'études des ondes gravitationnelles, on en connaissait 0. Au bout de 100 ans, on en connaissait 5. Et l'extraordinaire est devenu banal. C'est-à-dire que 3 ans plus tard, on avait quasiment 80 collisions de trous noirs identifiées. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé simplement que, comme souvent en astronomie, vous avez des effets de seuil, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est très difficile à observer, mais une fois que vous y arrivez, quand c'est quelque chose qui se produit à un rythme régulier, vous l'observez régulièrement. Par exemple, les détecteurs d'ondes gravitationnelles en 2013 avaient une sensibilité qui leur permettait de détecter les ondes gravitationnelles à une certaine distance, donc dans un volume fini, et dans ce volume-là, il se produisait peut-être une collision de trous noirs par siècle. Donc on ne détectait rien. Et puis en quelques années, on a amélioré en gros la sensibilité de ces détecteurs d'un facteur 10, ce qui a permis de détecter des objets à une distance 10 fois plus importante, donc dans un volume 1000 fois plus important, donc à un rythme 1000 fois plus élevé. On est passé de un événement par siècle à un événement par mois. Si vous gagnez encore un facteur 2 en sensibilité, vous multipliez par 8 le rythme de détection, donc vous allez avoir 2 événements par semaine. Donc vous avez un effet de seuil qui est extrêmement fort et qui maintenant ne permet pas seulement de détecter des ondes gravitationnelles, mais d'étudier ces populations de trous noirs en collision. Et on détecte que finalement, les trous noirs dont on détecte les collisions sont des trous noirs beaucoup plus massifs que les trous noirs connus dans notre galaxie. Ce qui est une illustration d'un phénomène bien connu en astronomie, c'est qu'en astronomie, ce que vous détectez, c'est toujours un compromis entre ce qui existe et ce que vous êtes effectivement capable de détecter. Par les méthodes optiques, vous détectez des trous noirs banals, je dirais, de notre galaxie. Et puis par les ondes gravitationnelles, vous détectez les rares collisions de trous noirs particulièrement massifs, puisque plus ils sont massifs, plus c'est facile de les détecter. Donc on voit 2 populations différentes et 2 populations qui chacune ont un intérêt. Et notamment, on a déjà détecté des collisions de trous noirs qui faisaient chacun plus de 65 masses solaires. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'on ne comprend pas comment l'évolution stellaire pourrait produire 2 trous noirs de 65 masses solaires, qui ensuite sont entrés en collision. Donc on commence à voir dans ces collisions des trous noirs qui ne sont peut-être pas eux-mêmes des trous noirs de première génération, mais déjà des trous noirs de 2e, 3e génération. Donc on est en train de voir, pense-t-on, un processus de croissance hiérarchique de ces objets. Donc l'exploit de la détection, à nouveau, va laisser la place à la marche, je dirais, plus classique de la science, où on accumule des données et on fait parler ces données plus qu'on ne s'esbodie du fait qu'on a réussi à avoir une donnée. Voilà, donc il y a plein d'autres choses dont je pourrais vous parler. Donc il y a des tas de projets pour améliorer ça. Donc pour imager les trous noirs avec une meilleure résolution, le monde ne suffit pas, donc c'est aller dans l'espace. Améliorer ces détecteurs d'ondes gravitationnelles, c'est possible au sol, mais c'est aussi possible dans l'espace. Donc il y a énormément de perspectives et je suis sûr que si dans 10 ou 15 ans je refais cet exposé, je vous dirais oui, là, ce truc-là, les gens s'excitaient, mais en fait, c'est rien du tout par rapport à ce qu'on sait faire. Voilà. Et donc je n'ai pas le temps de vous parler de ce que j'ai fait, mais je vais vous remontrer du coup la vidéo du début que je vous ai montré, qui est voilà, la question à laquelle beaucoup de gens ont eu envie d'avoir la réponse, même si finalement il n'y a pas beaucoup de chercheurs qui ont cherché à la voir rapidement. C'est à quoi ressemble un trou noir, non pas avec la résolution de 3 pixels sur une image floue que je vous ai montrée, mais qu'est-ce qu'on voit si on est près? Eh bien, on voit plein de choses bizarres, tout simplement parce que les trous noirs dévient la lumière qui passe en leur voisinage, ce qui fait que quand vous regardez un trou noir, vous voyez une vision complètement déformée de la sphère céleste,
ce qui donne ces motifs bizarres, déroutants, mais néanmoins scientifiquement exacts, aussi bizarres qu'ils soient. Je vous remercie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cela vous a plu et que vous souhaitez continuer votre découverte de l'univers avec Ciel Espace, nous vous offrons l'abonnement premium au prix du papier pour votre premier abonnement, avec le code Vive l'Astro. Vous recevrez Ciel et Espace tous les 2 mois, directement chez vous, et avec la formule premium, vous aurez accès à la version en ligne, ainsi qu'à tous nos anciens numéros numériques, soit plus de 120 numéros.